Cette partie du film parlera de deux choses. D'abord du contexte des années 70 en Mauritanie. En 1973, il y a eu une grande sécheresse qui a profondément modifié l'occupation des sols et l'équilibre démographique du pays. Ensuite, la Mauritanie de Mokhtar Ould Daddah s'est engagée aux côtés de l'ancien ennemi marocain dans une guerre contre le Front Polisario, suite à une décolonisation bâclée et improvisée du Sahara occidental par l'Espagne post-franquiste. Cet épisode était malheureux pour plus que le simple M. Mokhtar Ould Daddah. Il a introduit un conflit qui a duré des décennies et qui n'est toujours pas résolu. Ensuite, nous nous concentrons sur la rédaction du Manifeste du Négro mauritanien opprimé, rédigé par les membres des Flammes, et qui a suscité une première vague de répression musclée par le régime militaire en 1986. Si nous restons attachés aux propos des militants des Flammes, et surtout au témoignage d'Ibrahima Abou Sall, ce n'est pas pour dire que le reste de la gauche mauritanienne, démocratique, anti-esclavagiste ou anticolonialiste, était inactive. Mais c'est ce document des Flammes qui reste l'attestation la plus forte de l'oppression spécifique dont souffraient les Mauritaniens noirs. C'est la répression ciblée de ses inspirateurs et soutiens qui a introduit la séquence de répression répétitive dont nous allons parler dans cette série de films. Cette répression a largement déterminé les caractéristiques de la Mauritanie d'inégalités raciales et ethniques pleinement déployées aujourd'hui. Mais quand à cette chaleur s'ajoute la sécheresse, la situation alors devient dramatique. Et c'est le cas depuis plusieurs années maintenant pour toute l'Afrique subtropicale. Une sécheresse comme on n'en a pas vu depuis 60 ans et dont les effets touchent plusieurs pays de l'Atlantique à la mer Rouge. Portion démesurée du Sahara, 1 million de kilomètres carrés, pays d'éleveurs nomades, la Mauritanie est éprouvée dans sa substance même et jusque dans son mode de vie traditionnel. Ce n'est évidemment pas partout, dans le désert, que le bétail a la chance de trouver, pour les brouter, quelques vieux sacs. Faute de pâturage, l'herbe ne repoussant plus, c'est par centaines de milliers que vaches et bœufs, moutons et chèvres, ânes et chameaux eux-mêmes sont promis à une fin pitoyable. Oui, c'est surtout les bovins qui en ont pris beaucoup. Cette année, surtout pour le sud-ouest mauritanien, le bétail est mort, le bétail bovin est mort pratiquement à 80%. Et quelles conséquences la disparition du bétail entraîne-t-elle pour les nomades? Ça entraîne beaucoup d'exode rural vers les villes. Et ça entraîne aussi beaucoup de changements d'habitude pour les nomades. Les nomades habitués aux grands espaces, vivant en économie fermée, sont habitués à venir dans les villes où ils ne savent pas travailler et surtout où ils ne peuvent rien monnayer, n'est-ce pas? Avant, ils pouvaient vendre leur bétail, mais cette année, même s'ils ont du bétail, leur bétail est invendable. Et c'est la longue migration des uns vers le nord, vers le Rio de Oro espagnol, où ils apprennent qu'il leur est plu, des autres vers les villes du sud, vers le fleuve Sénégal, lui-même à son plus bas niveau de mémoire d'homme. Et voilà les fiers nomades condamnés au bidonville. Pourquoi sont-ils partis de l'Adrar? مثلا السبب زيتون مثلا كانوا بحسب الشدة والله ناقعين هوقاني من الشدة ناقع هنا في التراب نوم الساعة تلقى منها cette année parce que tout est sec. حابلها عنا ثلث عيمة قول لهم اللي ونخل
Je dis que les palmiers également, ils ont souffert beaucoup de la sécheresse. Est-ce qu'on peut comprendre cette période? Je vous soumets l'hypothèse et puis vous en dites ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut comprendre cette période comme une bataille pour le contrôle de l'État et des ressources accessibles par l'État, et une bataille qui a été gagnée par les bidans morts aux dépens des technocrates et cadres poulards? Oui, c'est en partie, on peut lire les choses en partie comme ça. Bon, si on a un regard un peu plus sociologique ou socio-historique, on peut essayer de donner un peu plus de profondeur historique notamment à la chose, parce que je crois que quand les Français sont partis de là en 1960, le taux de scolarisation en Mauritanie avoisinait à peine 5% des enfants en âge d'être scolarisés. Et par ailleurs, la Mauritanie, la société maure plus particulièrement, mais aussi une partie de la société poulard, avait une tradition écrite d'une certaine envergure, qui remonte au minimum au XVIe, XVIIe siècle, en tout cas dans les grands textes que nous connaissons. Donc ce n'était pas une société qui était dénuée d'un patrimoine écrit d'une certaine envergure, qui était portée en plus par une caste très fière de ce patrimoine. Et avec la sécheresse, les mouvements vers le sud des populations, on a assisté à une sorte de... Moi je dis toujours que la Mauritanie est un pays qui descend depuis longtemps, parce que la population elle-même, enfin c'est un pays qui s'écroule, mais en même temps un pays qui descend au sens géographique et climatique. Les nomades qui étaient assez loin des autorités, et qui les fuyaient si possible, parce qu'ils n'ont jamais été... Les nomades n'aiment pas tellement l'autorité, même s'ils sont, comme disait Ibn Khaldoun, le lieu où peut germer l'autorité. Enfin, il avait cette vision, Ibn Khaldoun, qu'ils sont loin du pouvoir, mais c'est là qu'en est le pouvoir. En tout cas, ils n'en veulent pas, en général. Et ces gens, donc, qui fuyaient l'administration, qui n'en avaient pas envie, se sont, tout d'un coup, après avoir perdu leur agressivité ancienne, du fait de la colonisation, ont été poussés de plus en plus vers le sud en quête de pâturage et de zones utilisables. Et à partir des années 60, c'est un mouvement démographique qui a été observé de sédentarisation. Et comme la Mauritanie était un peu, je crois aussi historiquement, une sorte un peu d'arrière-pays sauvage du Sénégal pour la colonisation. C'est-à-dire que c'est la capitale, c'était Saint-Louis. Les services étaient communs, les services à la Mauritanie, au Sénégal, les services coloniaux. C'est-à-dire la poste, les services vétérinaires, de santé, l'éducation, tout ça, c'était centralisé à Saint-Louis du Sénégal, au Sénégal. Et donc, quand il y a eu l'indépendance, il y a un mouvement, une volonté de retrait de cette suggestion par rapport au Sénégal, qui a fait que, par exemple, la capitale a été déplacée dans l'actuel Nouakchott. Et le mouvement démographique vers le sud a créé une conjoncture d'un type nouveau, qui était aussi accompagné par une demande d'emploi, de santé, d'éducation, d'un type nouveau, qui était porté par ces populations en cours de sédentarisation. Et je crois que c'est ça qui a alimenté la volonté d'arabisation, enfin, à cause aussi de cette situation d'extrême modicité du système éducatif qui existait, et qui a été englouti très rapidement par cette demande des ruraux sédentarisés, et la volonté en même temps de la part des populations arabophones de quitter ce giron de la domination française. Pour eux aussi, en même temps, domination partiellement des populations noires porteuses de la langue française, considérées comme cheval de Troie de la langue française. Donc il y a des enjeux de ce type aussi qui sont à prendre, je crois, en considération quand on s'intéresse à l'histoire de l'arabisation du système éducatif. Enfin. Bon, certains d'entre nous ont quitté la Mauritanie. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de quitter en 1967 parce que je tenais absolument à poursuivre mes études. J'avais envie de faire des études. J'avais envie. Pour moi, les études, la connaissance, c'était capital pour moi à l'époque. Mais disons que j'ai été victime d'une situation assez paradoxale parce que mon frère était directeur de cabinet de Ouldada. Et lorsque j'ai été informé par mes amis qui, eux, étaient renvoyés et avaient réussi à aller au Sénégal,
Parce que là, quand même, il faut rendre un grand hommage à un marabout qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelle El Hadj Seyd Nourou Tall. On n'a jamais réussi à identifier la personne qui lui a remis la liste des élèves noirs qui ont été renvoyés de la Mauritanie. Et lorsqu'il a reçu la liste, il l'a remise à Senghor. Et Senghor a donné instruction au ministère de l'Éducation nationale à ce que tous ces élèves noirs soient accueillis au Sénégal, reprennent les études, et s'ils veulent même, qu'ils n'ont qu'à prendre la nationalité sénégalaise. Parce que pour nous, Sénégal, Mauritanie, c'est la même chose, comprennent. On voit des cousins, ou même on voit des parents de même père et même mère, un est sénégalais, l'autre mauritanien. Pour nous, nous sommes des Fouta-Nkobé. Le Fouta, c'est le Fouta. Mais lorsque j'ai demandé à mon grand frère l'autorisation d'aller au Sénégal, il a refusé. Il m'a dit que non, qu'il n'en est pas question. Et que le gouvernement de Ould Daddah et tout son régime étaient complètement contre cette politique, cette solidarité exprimée par Senghor à travers la demande de El Hadj Seyd Nourou Tall ou de d'autres personnalités originaires du Fouta. Et ils accusaient donc Senghor de s'impliquer dans les problèmes mauritaniens. Pour nous, ce n'est pas une question d'implication, qu'on soit du côté sénégalais, qu'on soit du côté mauritanien. Nous sommes tous du Fouta, on a le même droit de nous impliquer dans la mesure où c'est le même pays, c'est le même territoire, c'est la même histoire. Vous ne soutenez pas l'idée qu'il y a une sorte de volonté par une couche bidane aristocratique à garder le contrôle sur l'État? Si, absolument, je suis tout à fait... je ne conteste absolument pas cette idée. Que c'est un fait, d'abord c'est parce que la transmission coloniale a été, c'est passé en douceur, la colonisation n'a pas connu là des soubresauts significatifs. Elle a formé un petit monde qui était essentiellement issu de ce qu'on pourrait appeler, ce que Marchazin a appelé une aristocratie moyenne, et qu'on pourrait appeler avec Bourdieu une sorte de couche dominée des classes dominantes, c'est-à-dire une couche intermédiaire, disons, qui sont les lettrés, ce qu'on appelle les marabouts dans le système mort, ou les ouayas. Comme dans Mortal Ould Daddah, premier président mauritanien, était ressortissant, et bon nombre de gens autour de lui. Donc cette couche-là a reçu les rênes de l'État au lendemain de l'indépendance, enfin à partir des années 58. Mais à l'époque en association avec des notables noirs du sud de la Mauritanie, qui étaient issus aussi des groupes dominants, principalement de ces communautés-là, parce qu'ils sont structurés à peu près de la même façon que la communauté maure, avec leur caste ou pseudo-caste, etc. Mais je crois que le problème, c'est indépendamment de cette... Il y a une compétition entre ces deux groupes-là pour le contrôle du pouvoir, pour le contrôle des ressources qu'ils procurent. Parce que là, on a souvent observé ça dans ces pays d'Afrique, que l'État a précédé la nation. Il n'y a pas de nation là. Il y a un conglomérat de groupes qu'on a mis comme ça un petit peu ensemble, qui ont reçu un legs, un système d'autorité qu'on appelle l'État, mais qui est un peu une coquille vide. Et le seul intérêt principal qu'il a, ce truc, c'est de procurer des ressources. Et les notables qui accèdent à ce système peuvent redistribuer des moyens de notabiliser ou de fidéliser une petite clientèle, en général cooptée sur des bases ethnico-tribales. Et donc les notables des deux systèmes étaient en compétition pour le contrôle de des appareils d'État, certainement. Et l'évolution qui en est suivie, c'est que porté par... Mais ce que je voulais dire, c'est que les bases qui ont porté, par exemple l'arabisation, même si elle a été empreinte de démagogie et si elle a été utilisée par les groupes dominants de la société maure, elle prenait racine aussi dans un phénomène sociologique plus large, qui est celui de l'absence de scolarisation, de la sédentarisation massive, et aussi probablement d'une mauvaise connaissance, je crois, d'une mauvaise appréciation démographique de la part des communautés noires de leur poids réel dans le système. Parce que les nomades étaient sans doute mal recensés, en tout cas n'étaient pas dans la sphère de l'État. Et donc une fois qu'ils se sont sédentarisés, ils sont apparus plus importants, plus encore par le haratin probablement que par les morts dits nobles, mais qui sont des hassanophones, des arabophones. Donc je crois qu'il y a aussi cet aspect-là qui est un peu une sorte d'angle mort chez les nationalistes poulards notamment, ou les nationalistes du sud de la Mauritanie, qui n'ont pas saisi, à mon avis, assez rapidement que
que cette sédentarisation a bouleversé aussi les rapports de force démographiques, pas seulement que celui des luttes entre notables pour le contrôle de l'appareil d'État. Et c'est ce rapport de force qui se joue dans la militarisation de l'État, dans les coups d'État successifs? À peu près, surtout depuis l'époque d'Ottaya, qui a accentué ce mouvement d'une façon très brutale. Ouais. Mais déjà, les premières réformes du système scolaire visaient cela, c'est-à-dire que c'était la demande d'arabisation, qui était portée par les classes issues des milieux lettrés maraboutique traditionnels morts, pour des raisons qui sont des raisons sociologiques d'abord, c'est-à-dire cette quête d'emploi, cette quête de présence dans les appareils de l'État, mais qui s'est transformée vite en démagogie en même temps. C'était accompagné du nationalisme arabe, de dire les Noirs sont des envahisseurs, la Mauritanie n'est pas Israël, on est menacé par... oui, mais là, il y avait toute l'influence des baptistes et des nassériens. Voilà, qui a joué un rôle très important comme un des véhicules, un des moteurs de ce système. Oui, tout à fait. Bon, mais j'ai enseigné d'abord une année dans une ville à l'intérieur, Célibabi. Après, on m'a affecté à Bogué. Donc à Bogué, j'ai fait 3 ans. Après, on m'a ramené à l'inspection générale de l'enseignement secondaire. Parce que comme il n'y avait pas de professeur de sciences physiques mauritanien, j'étais pratiquement le seul en activité. Donc on m'a nommé à l'inspection parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un contrôle sur les enseignements. D'autant plus qu'on recevait des enseignants d'un peu partout. Donc il y en a qui venaient du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de France, du Sénégal. Donc on venait d'un peu partout. Donc on avait un peu peur que chacun essaie d'enseigner un peu un programme qu'il avait chez lui. Donc au niveau de l'enseignement, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, donc il y avait l'inspection générale de l'enseignement secondaire et il y avait l'inspection de sciences physiques. Donc j'ai été nommé donc inspecteur de sciences physiques en 84 et puis j'ai servi pendant 2 ans, donc j'ai fait office d'inspecteur. Et je suis venu dans ce cadre-là d'ailleurs en stage ici en France en 86. De janvier à juin, j'étais ici au Centre national d'études pédagogiques, là ici à Paris, enfin à Sèvres. Donc j'ai fait un stage de 6 mois ici, dans le cadre de l'inspection. D'accord, donc en fait, vous aviez enseigné pendant assez peu de temps. J'ai enseigné 4 ans. 4 ans, pour ensuite aller tout de suite à l'inspection, voilà, parce qu'en fait, il n'y avait pas rapidement, parce qu'il n'y avait personne en fait. Dans l'administration. Voilà, dans l'administration scolaire. Un poste d'administration Voilà. D'accord. Contrôle pédagogique en fait. Et tout ça, c'est dans la période qui arrive vers 86. Ouais. Donc, quelle était la perception politique que vous aviez de la situation à cette époque-là? Comment vous ressentiez les choses? Bon, à cette époque déjà, j'étais assez sensibilisé par rapport au problème. Bon, je n'étais pas organisé encore, mais j'étais assez sensibilisé. Et d'autant plus, je connaissais un peu les personnes qui gravitaient autour des flammes. Je ne connaissais pas les flammes. Les flammes étaient nées déjà en 83, mais c'était encore clandestin. Donc beaucoup de gens ne savaient pas. Moi non plus, je ne savais même pas. Je ne savais pas l'existence de les flammes, mais je connaissais les personnes en fait, qui militaient dans les flammes. Donc j'étais assez sensibilisé et j'étais sensible à la situation des négro-africains en Mauritanie pendant cette période-là. Parce que je sais bien comment ça se passait. Et c'est vrai que j'étais révolté par ce qui se passait. Mais dis-nous un peu le détail là. Quel type de choses vous ont révolté là? Oui, le problème c'est que vous êtes dans un pays, par exemple, vous prenez une promotion par exemple qui sort du Maroc, d'Algérie, de France ou même de Mauritanie, dans laquelle il y a des négro-africains, il y a des arabo-berbères, il y a tout le monde. Vous venez, vous avez même beau être major de votre promotion, vous êtes négro-africain, vous rentrez en Mauritanie, on va vous mettre dans un poste de garage et quelqu'un qui était plus mal classé que vous, on va le prendre, on va le mettre votre chef. Et ça, c'est systématique. C'est-à-dire que ça, c'est même des cas, c'est banal. Donc finalement, ça, c'est des cas, c'est-à-dire que tous les jours, vous voyez quelque chose, une situation d'injustice qui vous révolte. Ok, je vais faire une petite parenthèse parce que là, entre 60 et 78, c'était Ould Daddah qui était président. Oui, il a été nommé président de la République à l'indépendance de la Mauritanie le 28 novembre. Il est resté au pouvoir jusqu'au 10 juillet 1978. J'aimerais bien que vous caractérisez ce régime, que vous me dites un peu comment vous analysez ce régime. C'est un régime qui fondamentalement met l'accent sur la problématisation de l'arabisation de la Mauritanie. Pour être plus clair, depuis 1958, ce débat avait commencé que la Mauritanie est-elle un pays arabe ou non. Et à l'époque, il y en a qui disaient que la Mauritanie n'est pas un pays africain, paradoxalement, alors que ça fait partie du continent africain, et qu'il faut l'intégrer dans le monde arabe.
Alors que les Noirs, il y a des Noirs qui disaient, j'ai eu un cousin qui avait écrit à l'époque, en 1958, un article pour dire que si les Maures ne veulent pas être dirigés par des Noirs sous prétexte qu'ils sont arabes, mais il faut tenir compte de la démocratie et des droits de tous les citoyens de ce pays à vivre intégralement dans ce pays leurs droits. Bon, c'est la démocratie. On élit quelqu'un, on n'élit pas à cause de ses origines ethniques ou autres, on élit parce qu'il est reconnu pouvant diriger ce pays pour l'intérêt de l'ensemble des populations. En même temps, vous avez dit que c'était un parti unique. C'était un parti unique. Qui se réclamait aussi d'une certaine sorte de socialisme, non? Oh, mais c'est qu'à l'époque, c'était à la mode. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire que nous sommes un régime socialiste et appliquer une politique raciale. Parce qu'à l'époque, le système n'était pas aussi bien structuré, aussi fort, pour pouvoir montrer de façon assez agressive sa volonté d'arabisation, même si en 1960 déjà et en 1966 aussi, ils ont créé ces lois imposant l'arabe. Et en 1971, lors du congrès d'Ayoun, Ould Daddah l'avait dit, notre objectif c'est d'arabiser le pays. Faire de ce pays tous des Arabes ou des Arabisés et que la moitié est un pays arabe. Bon, moi je pense que si lui, il n'a pas eu à appliquer une politique de répression physique, même s'il a eu à arrêter déjà en 1966, il avait une stratégie extrêmement intelligente qui visait à endormir toutes les consciences politiques qui commençaient à se développer contre la politique d'arabisation, par la corruption politique, par la corruption sociale. Et les gens se sentant sécurisés, entre guillemets, socialement et politiquement, ne remettront pas en cause ce système dès lors que ce système leur garantit une certaine sécurité sociale. C'est le cas de mon frère, c'est le cas de beaucoup d'autres cousins, parce que j'ai une large famille qui est très impliquée dans le système et qui a joué un rôle important, qu'on le veuille ou non. Mais au fur et à mesure que le temps passait, ils mettaient en place un dispositif administratif, économique, éducationnel, qui permettait dans l'avenir de mieux gérer de façon assez affirmée cette politique d'arabisation. Alors qu'à l'époque, en 1960, que l'on prenne les administrateurs, que l'on prenne dans l'enseignement, la santé et tout, les cadres, essentiellement, c'était des Noirs. Dans l'armée aussi, dans les forces armées. Dans l'armée, je prends l'exemple, l'officier le plus gradé, c'était le commandant Diallo. Mais pour eux, il n'était pas question qu'il devienne chef d'état-major de l'armée. Ils ont préféré proposer un Français, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lorsque je faisais mes recherches. Ici, il vit encore. Ils l'ont nommé chef d'état-major de l'armée mauritanienne. Je lui ai rendu visite chez lui. Il m'a reçu, il m'a bien reçu. Il m'a montré beaucoup de choses. Et c'est lui qui avait été nommé chef d'état-major de l'armée mauritanienne en attendant que les 3 officiers, les 3 instituteurs morts qu'on a amenés ici en France terminent leur formation. Et quand ils ont fini, ils sont revenus. Alors on a nommé l'un d'eux chef d'état-major de l'armée mauritanienne, alors que le commandant Diallo, et la plupart des autres, parce qu'il y avait un décret de 1910 disant que l'armée coloniale d'occupation, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, seuls les Noirs devaient être recrutés, les Maures étaient exempts. Ce qui fait que quand à l'indépendance, les officiers, c'était des Noirs qui avaient fait la guerre d'Indochine, qui avaient fait la guerre d'Algérie, qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient avec le grade de sergent, d'officier ou autre. Et ce sont ceux-là, principalement, qu'on a retrouvés maintenant à partir de 1960. On a favorisé la formation des Maures pour que ceux-ci contrôlent. Jusqu'à présent, depuis l'indépendance jusqu'à présent, il y a eu un seul Noir chef d'état-major de l'armée mauritanienne. C'était le colonel Yal. Le coup d'État en Mauritanie. Lundi à l'aube, le chef de l'armée mauritanienne, Mustafa Ould Mohamed Slek, prenait le pouvoir sans coup férir à Nouakchott. L'ancien président Mokhtar Ould Daddah a été fait prisonnier. Mais ce qui change le plus, c'est que tout de suite, les partisans
sahraouis du Polisario décidaient un cessez-le-feu. Par là même, la situation dans tout le nord-ouest de l'Afrique peut désormais évoluer, pourrait être débloquée. C'est le constat qu'a fait Robert Bouchard et André Pavolini. Il y a 7 ans, presque jour pour jour, j'interviewais Mokhtar Ould Daddah. Et je lui avais dit, vous êtes pratiquement l'un des rares chefs d'État africains qui soyez encore au pouvoir 10 ans après l'indépendance. Et je lui avais dit, comment faites-vous? Mokhtar Ould Daddah m'avait regardé avec son regard dur et m'avait répondu sèchement, là où il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de putsch. Malheureusement pour lui, le chef d'État mauritanien a dû, à cause du conflit qui l'oppose au Polisario, créer une armée de 17 000 hommes, ce qui est énorme pour ce pays, ce petit pays de 1 300 000 habitants. Et lorsque l'on connaît la tentation du pouvoir des militaires africains, on pouvait imaginer qu'un jour ou l'autre, Mokhtar Ould Daddah n'échapperait pas à la règle. Alors la tentation du pouvoir vient d'autant plus vite lorsqu'elle paraît se justifier. Épuisée par la guerre que lui imposait le Polisario, la Mauritanie était en état de banqueroute. Ainsi, pour payer la solde du mois de juin des fonctionnaires et des militaires, Mokhtar Ould Daddah avait été obligé de faire la quête auprès des banques installées à Nouakchott. Ainsi, indirectement, c'est le Polisario qui a eu la tête de Mokhtar Ould Daddah. En créant l'insécurité dans les zones minières, il faisait tomber la production de minerais de fer de 12 millions de tonnes en 1974 à 8 millions de tonnes en 1977. Et cela au moment où justement la Mauritanie avait le plus besoin d'argent pour créer puis entretenir une armée chargée de contenir le Polisario. La junte qui a pris le pouvoir, la voici. 2 commandants et 6 colonels. Ils représentent à eux 8 l'élite de l'armée mauritanienne. Dans l'ancien bureau de Mokhtar Ould Daddah où il s'est installé, le nouveau président du gouvernement, le colonel Ould Salek, s'explique. Le plus préoccupant pour nous, c'est le problème économique et financier. Et si je devais vous faire une rapide analyse, je vous dirais que notre économie, d'ailleurs vous le savez certainement, est basée essentiellement sur nos mines et sur notre voie ferrée. Si nous arrivons, et si nous devons faire un effort, ce sera justement de faire que une meilleure exploitation, une exploitation maximum de cette ressource soit réalisée. Tout de suite se profile, si je puis dire, à l'horizon, le problème du Polisario. Naturellement, ce problème, si vous voulez, de protection de la voie ferrée est lié au problème de la guerre. Et là, vous pouvez la saisir peut-être comme occasion pour introduire ce que vous appelez le Polisario. Et si vous l'appelez ainsi, si en l'appelant ainsi, vous désignez les anciennes populations ou les populations de l'ancien Sahara espagnol, nous pensons que si ces populations, en grande partie déjà chez nous, pensaient à la paix, nous n'avons jamais été les décréteurs de la guerre et nous ne sommes absolument pas du tout un pays belliqueux. Donc vous seriez prêt à engager des négociations avec les gens du Polisario? Je dis que s'il y a des populations du Sahara, pour la partie qui nous concerne et celle qui concerne nos amis du royaume marocain, je pense qu'il n'y aurait pas de problème si cela devait s'acheminer vers une résolution ou une solution à ce problème-là. Quant aux Mauritaniens, pendant 3 jours, ils se sont terrés chez eux. Pendant 3 jours, Nouakchott a été une ville déserte, livrée aux militaires. Un coup d'État mené de main de maître qui n'a fait couler aucune goutte de sang. Et puis le 3e jour, c'est-à-dire hier après-midi, cela a été l'explosion. Les habitants de la capitale ont envahi les rues, soulagés de savoir qu'il n'y aurait pas de guerre civile. Des dizaines de milliers de Mauritaniens se sont réunis autour de la mosquée pour acclamer les auteurs du coup d'État. Pendant ce temps, Mokhtar Ould Daddah était emprisonné dans un ancien fort de la Légion qui servait de geôle aux prisonniers du Polisario. Bon, en 78, donc 78-79, il y a eu beaucoup de remous. Ça a bouillonné.
parce qu'on était à la recherche d'une assise politique, idéologique, qui nous permette de mener réellement le combat. Parce qu'on se disait que si jamais ça continuait, c'était extrêmement dangereux pour nous. Si bien qu'il y a eu beaucoup de petites structures qui se sont mises en place. Et nous sommes allés même jusqu'à, honnêtement, proposer à ce que des officiers noirs prennent le pouvoir. Parce que c'est vous qui avez organisé militairement la prise le coup d'État contre Ouldada, toute la partie technique et autres. Pourquoi vous laissez le pouvoir à ces gens-là? Parce que le jour qui a été fixé pour le coup d'État, beaucoup d'officiers morts étaient sortis de Nouakchott pour tous les prétextes. Alors que les officiers noirs étaient là. Parce que si ça avait échoué, bon, c'est eux seuls qui seraient en face de ce régime. Mais si ça n'échoue pas, eux, ils reviennent et reprennent le pouvoir. Pourquoi? Bon, certains ont dit que non, on attend encore, on attend. Mais ils disent que non, il faut prendre le pouvoir. Nous sommes allés jusqu'à voir le colonel Liard qui est décédé pour dire qu'il faut absolument que tu prennes le pouvoir. Tu as tes preuves, tu as fait tes preuves. La guerre d'Indochine, tu as fait tes preuves. La guerre du Sahara, on connaît tes compétences, ton courage et aussi ton honnêteté politique. Parce que toi, tu n'as aucune conviction que la Mauritanie doit être dirigée par telle ethnie, telle ethnie. On a eu l'occasion souvent de discuter avec toi. Il prend le pouvoir. Non, il n'a pas voulu. Bon, il est décédé ici en 85. Bon, mais pour nous, il fallait donc qu'on essaie de voir comment on peut faire les choses. Bon, entre 1978 et 1979, on a compris que si jamais on continue par groupuscule, ça ne sert à rien. Il faut créer un mouvement global. Bon, dans ce mouvement, il y a plusieurs tendances. Parce qu'aujourd'hui, au sein des Flammes, on trouve, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement. On trouve de toutes les tendances idéologiques, politiques, mais il y a quand même quelque chose qui nous réunit. C'est cette volonté de détruire ce système. Bon, en 1979, on a tenté. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait énormément de contradictions. D'abord, du point de vue des personnalités politiques. On est dans une société où il y a des ambitions personnelles. Et ces ambitions personnelles constituent souvent des handicaps dans la marche de l'organisation d'un mouvement ou bien d'un parti qui ne doit avoir comme objectif que la mise en place d'un système dans lequel on va instaurer une république. Bon. Et en faisant mes recherches dans l'histoire, j'ai retrouvé cette même logique au XVIIIe, XIXe siècle. Des contradictions qui ont fait affaiblir des États, des affaiblissements, un affaiblissement sur lequel s'est beaucoup basé l'administration coloniale pour s'imposer. Alors j'ai dit que si ça continue comme ça, c'est extrêmement dangereux. Autre chose aussi, c'est qu'on n'avait pas tous les mêmes perspectives politiques. Si bien que, bon, quoi qu'il en soit, les Flammes devaient être créées en 1979 ou 80, mais à cause de ces contradictions, ça a été créé en 1983. Mais malgré tout, les groupuscules qui existaient faisaient quand même un travail assez intéressant. D'abord par la production de documents, les contacts physiques avec les populations, le travail de sensibilisation et aussi faire comprendre toute la logique du système qui veut imposer cette politique d'arabisation. Alors cette prise de conscience, elle a été favorisée aussi par la déception qu'ont eu les gens lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a aucune différence entre le régime de Ouldada et les militaires qui viennent de prendre le pouvoir. Ils sont tous dans la même logique, la logique de l'arabisation du pays et du contrôle de ce pays du point de vue économique, politique, administratif et culturel par les Arabo-Berbères. Et ça, Ould Salek l'a montré. Il y a eu une crise en mars-avril 1979. Et lorsque les autres aussi l'ont pris, ils l'ont montré. Alors, ce qui fait que beaucoup d'entre eux ont fini par comprendre que c'est tous les mêmes. Comme on dit en Pulaar, Modj Alay Badi. Donc, il n'y a pas de bon chez les changes, bon, tradition littérale. Et ils sont tous les mêmes. Et au fur et à mesure de notre parcours, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas de différence. Il y a une différence dans la méthode de gouverner, dans la méthode de diriger ce pays. Mais la philosophie est la même. La problématique, c'est l'arabisation et faire des Noirs
des instruments comme à l'époque coloniale. On est là, on domine ce pays, mais on utilise des habitants de ce pays comme agents de l'administration tout en dominant le pays. Et on a réussi donc à tirer la conclusion et les flammes ont été créées en 1983. L'objectif, c'est de créer une situation de conflit. Vous étiez au congrès fondateur, là? Vous étiez au débat? Non, je n'étais pas délégué. Je n'étais pas délégué, mais lorsque le congrès a été fait, j'ai été nommé le premier secrétaire général des Flammes. Bon, ensuite on a travaillé, mais nous, notre objectif, c'était qu'en 5 ans, il fallait qu'on mette en place tout un dispositif à travers le pays, dispositif politique, dispositif militaire, dispositif et tout, pour créer une crise. Et on était dans cette logique. On pour créer une crise, pour attirer l'opinion internationale sur la situation en Mauritanie. Bon, le manifeste a été produit, ça a eu d'autres effets, les arrestations. Et bon, pour montrer tout simplement aussi que ce que nous voulions, c'est ce débat dans la conclusion que nous avons faite. Et nous avons donné ces documents à des morts, des civils comme des militaires, à des Haratines. Nous leur avons proposé des débats. Et quand mais personne n'a voulu. De l'extérieur, des autres pays d'Afrique, de l'Europe, des États-Unis, en vérité, on sait peu de choses de ce qui se passe dans le pays profond. Eh bien, vous pouvez être sûr que je serai un témoin. Et comme tout le monde s'accorde à dire que je ne suis pas et que je ne peux pas être un témoin complaisant, je pense que les témoignages que je ferai reflèteront la vérité de ce que j'ai constaté, c'est-à-dire un peuple mobilisé derrière son président et la politique qu'il préconise. Monsieur le Président, je n'ai pas l'habitude de me flatter, car nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour travailler et pour changer les choses. Mais je dois dire que vous et moi, et je le dis fièrement, nous avons entamé quelque chose de nouveau dans les relations entre le peuple mauritanien et le peuple sénégalais. J'allais dire un seul peuple, deux États, c'est l'histoire qu'il a voulu. Mais le spectacle d'aujourd'hui montre que nous sommes un seul peuple. Qui peut reconnaître le Mauritanien du Sénégalais ici? Et je suis heureux que les enfants soient ici aujourd'hui pour nous voir, Monsieur le Président, pour nous entendre et pour comprendre ce que nous voulons. Vous avez dit hier qu'il n'y avait pas de problème entre la Mauritanie et le Sénégal. Je ne suis pas venu pour résoudre des problèmes, parce qu'il n'y a pas de problème. Il y a deux peuples unis qui coopèrent et qui cherchent à élaguer les difficultés au fur et à mesure qu'elles apparaissent, parce que c'est Dieu qui n'a jamais voulu nous donner la perfection. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, je voudrais véritablement vous remercier de m'avoir donné cette occasion. Vous auriez pu me garder à Nouakchott avec cette excellente population, cet excellent accueil qui aurait suffi déjà pour montrer vos assises populaires. Vous auriez pu me tenir là-bas dans les rapports avec les officiels dans les salons climatisés. Vous avez préféré m'amener au cœur de votre pays, car là est le cœur de la Mauritanie.
les cités au nom historique, des cités antiques. Tout cela constitue des témoignages de l'adhésion de votre peuple à la politique que vous êtes en train de mener. Et je voudrais simplement terminer en m'adressant aux Mauritaniens, aux Mauritaniennes, aux Sénégalaises et aux Sénégalais pour leur dire ce que vous avez à faire, les relations que vous devez nourrir entre vous. Eh bien, regardez le président Taya, regardez le président Wade et regardez les relations qui existent entre eux. Monsieur le Président, merci. Mustafa Ould Mohamed Salek est resté président du Comité militaire de salut national pendant une petite année, de juillet 1978 à juin 1979. Suit une période de turbulence pendant laquelle les chefs militaires se succèdent rapidement. Mohamed Ould Ahmed Louli dure 6 mois jusqu'au janvier 80. Il est succédé par Mohamed Kouna Ould Haidala, qui restera au pouvoir 4 ans, de janvier 80 à décembre 84. Un nouveau coup d'État en décembre 84 met au pouvoir Maouya Ould Sid Ahmed Taya, et cela durablement. Ould Taya est maître du pays pendant 20 ans, jusqu'au mois d'août 2005, et c'est lui qui préside lors de la plupart des événements et répressions racontés ici. Donc de 1979, ce sont surtout les membres du MEN, du mouvement des élèves et étudiants noirs, qui se sont beaucoup investis dans le regroupement de l'ensemble de ces groupuscules pour former désormais un seul mouvement politique cohérent qui puisse faire face au système. Mais cette gestation a duré longtemps, de 1979 à 1983. Parce que certains peut-être pensaient que le fait qu'il y ait regroupement ne leur donnerait pas la possibilité de diriger donc ce mouvement. Mais à la fin, voyant que les choses perduraient et que c'était à notre détriment, le mouvement le mène sur conseil de certains de nos aînés qui n'étaient pas directement impliqués donc dans cette phase de gestation. On proposait donc que nous, quel que soit, même si d'autres groupuscules refusent systématiquement ce regroupement, que ceux qui ont cette volonté le fassent. Parce qu'il ne faut pas que notre combat soit retardé par des ambitions politiques personnelles. Et donc le MEN, le mouvement des élèves et étudiants noirs de Mauritanie, le MPAM, le mouvement populaire africain de Mauritanie, et l'ODINAM, Organisation pour la défense des intérêts des Noirs de Mauritanie, ont décidé donc d'organiser un congrès pour nous regrouper, nous tous. Bon, c'est à la fin que l'UDM, Union démocratique mauritanienne, a fini par s'y associer aussi. Donc le congrès a été organisé le 13 et le 14 avril, pardon, mars 1983. Et à la suite de ce congrès, les flammes ont été créées. Le congrès était à Nouakchott? Oui, à Nouakchott même. Bon, évidemment, on a fait courir le bruit que le congrès avait eu lieu ailleurs, mais il ne fallait pas attirer l'attention du système sur notre combat. Et j'ai été élu donc secrétaire général des Flammes. Et nous avons mis en place donc le bureau a été mis en place, pardon, et nous avons décidé tout de suite de travailler. La première phase de travail pour nous, elle devait durer 5 ans. Donc reconstituer toutes les structures qui existaient aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, ce qui nous a amené d'organiser souvent des missions à l'intérieur et à Nouakchott, pour mettre en place les structures et sensibiliser tout le monde dans tout ce qui, parce que c'était une structure clandestine,
Donc il ne fallait pas que le système soit informé. Il ne faut pas aussi que d'autres personnes soient informées dans la mesure où ça pouvait amener ce système, le gouvernement de Haïdallah. À l'époque c'était Haïdallah, ce n'était pas Oultaya. Donc de mener une répression parce que nous avons bien une volonté de lutter systématiquement contre le système, mais plus dans la façon dont nous le faisions de dénonciation, mais de lutter systématiquement pour la destruction de ce système. Bon, le problème, après 5 ans, nous devions aller dans l'action militaire comme dans l'action politique. Et nous, à l'époque, nous raisonnions exclusivement dans le cadre mauritanien. Nous ne pensions pas à une campagne de sensibilisation internationale pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur la question qui se posait en Mauritanie. Bon, il a fallu qu'on discute avec beaucoup de personnes qui nous ont dit oui, mais vous ne pouvez pas lutter contre ce système qui est aidé par les autres pays arabes si vous-même, vous ne sensibilisez pas l'opinion internationale, que ce soit l'Union africaine, bon, à l'époque c'était l'OIA ou les Nations Unies ou toutes les commissions des droits de l'homme sur la situation en Mauritanie. Et c'est à la suite de cela qu'on a décidé donc de produire un document. Bon, disons que depuis 1977 déjà, on y avait pensé, produire un document qui ferait un diagnostic de la situation et le distribuer à travers le monde pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur la situation en Mauritanie. Nous l'avions commencé déjà au Sénégal en contactant des partis politiques sénégalais, des intellectuels sénégalais, en leur montrant des documents produits dans des journaux, des informations produites par des journaux arabes sur la situation en Mauritanie, assimilant la Mauritanie à la Palestine, que c'est un pays arabe et que nous, on nous assimilait à des juifs. Donc toute cette campagne d'information, on l'avait faite de façon assez, disons, discrète auprès des autorités sénégalaises qui n'étaient pas moins informées que nous, hein, et aussi des intellectuels et des partis politiques sénégalais pour leur demander d'intervenir auprès des autorités sénégalaises pour qu'il y ait une plus grande pression. Bon, au Mali aussi, on avait commencé, mais de façon un peu plus timide dans le bureau. Juste, le processus de rédaction, c'était un processus classique, ébauche, comité... Non, il y avait une commission de rédaction, parce que en 1985, j'avais demandé à quitter le poste de secrétaire général pour m'occuper de l'information et de la formation idéologique. Donc, il y a eu le congrès de 85, et donc j'ai occupé le poste pour m'occuper de ça. Et j'ai mis en place donc une commission de rédaction composée d'une dizaine de personnes. Mais à la fin, beaucoup se sont désistés, soit parce qu'ils ne voulaient pas du tout y travailler, soit par manque de temps et autres. C'est l'une des raisons aussi qui explique le retard de la sortie du manifeste. Bon, nous avions dit une chose. Il fallait que nous produisions un document que l'on ne pouvait pas, dont le contenu ne pouvait pas être nié. Donc il fallait avoir des informations précises que les enquêteurs extérieurs pouvaient vérifier sur leur véracité. C'est pourquoi nous avons dit qu'il ne faut rien inventer, il faut tout produire sur du concret, être extrêmement objectif. Donc il fallait que nous avons proposé à des individus, sans leur dire, parler de ce projet de rédaction du manifeste, s'ils pouvaient nous aider à avoir de la documentation. Donc, ce qui fait que ce soit à la banque, que ce soit dans le commerce, que ce soit à l'éducation nationale, toutes les informations que l'on trouve dans le manifeste, ce sont des informations qui ont été collectées directement aux sources. Bon, il nous arrivait de dérober le document, de photocopier et de le remettre sur place tout de suite. Bon, donc c'est sur la base de tous ces documents et c'est sur la base aussi d'enquêtes sur le terrain, de témoignages, que ce soit à Nouakchott ou à l'intérieur du pays, ou d'autres personnalités politiques ou bien qui ont eu à occuper des postes importants au sein de l'administration que nous avons interviewés, mais ces personnes ne savaient pas donc quel était l'objet de ces enquêtes. Donc pour nous, il fallait produire un document, en résumé, produire un document qu'on ne pouvait pas contester.
D'accord. Alors, je déduis de ce que vous dites que vous n'étiez pas vous-même, vous ne faisiez pas partie du comité de rédaction. Si, c'est moi-même qui dirigeais le comité de rédaction. C'est moi qui l'ai dirigé. Bon, nous n'avons pas l'habitude d'en discuter, mais disons l'essentiel, c'est moi qui l'ai rédigé, sauf la partie éducation. C'était Samba Thiam et Djibril. Bon, l'information, c'est pour tout ce qui concerne l'information, la presse et autres, c'est un de nos camarades qui s'appelle Ibrahim Kassoum qui est décédé le 21 septembre dernier, qui a eu une crise cardiaque, décédé à l'âge de 60 ans, donc qui était avec nous à Walata. Et aussi, les femmes ont eu à jouer un rôle important dans la mesure où c'est elles qui dactylographiaient le document. La préparation du manifeste, je ne sais pas si vous en avez parlé avant, il y a eu la partie écriture. Oui. Moi, je n'ai pas participé à la partie écriture puisqu'il y avait une commission qui était en place, mais j'ai participé à taper le manifeste. J'ai tapé le manifeste de A à Z. À l'époque, c'était des machines à écrire, ce n'était pas les ordinateurs. Donc, d'une façon clandestine puisqu'il fallait le faire le soir, caché. Pendant toute la période où il a fallu faire ce travail. Et au fur et à mesure que je tapais les stencils, puisqu'à l'époque c'était des stencils qu'il y avait, il fallait une machine Renéo pour les tirer. On avait notre camarade Idriss Abba qui les récupérait pour les tirer donc, à la machine dans le lieu où il travaillait, c'est-à-dire au CNERV, qui était le Centre national d'études et de recherche vétérinaire, qui était au XAR, alors que nous on habitait à la capitale. Juste une petite question. Le fait que ça soit clandestin, c'était à cause de l'ambiance politique de l'époque? Vous saviez que ce que vous étiez en train de faire était dangereux ou... Le mouvement était un mouvement clandestin. À l'époque, il n'y avait pas encore la démocratisation, entre guillemets, comme on disait. C'était tous des mouvements clandestins, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait rien. Donc c'était le régime militaire, puisque voilà. Et donc, et puis aussi, c'est un document clandestin, c'est un document où on ne voulait pas qu'on sache qu'on était en train de l'écrire ni de le faire, juste au moment où il devait être publié. Donc ça se faisait en cachette. C'est comme à cette époque-là, il y avait des tracts qui sortaient. Ces tracts aussi, j'ai participé à taper ces tracts. Ça se faisait d'une façon clandestine et en cachette. Voilà. Et donc, une fois que ce document il a été tapé, il a été donc tiré, rénotypé, il a fallu le mettre en page. Et donc, ça aussi, ça se faisait d'une façon clandestine. Tous les soirs, on le faisait à la maison. Il fallait paginer, agrafer. Donc il y avait la partie en français que moi j'ai tapé. Il y avait aussi la traduction en arabe qui a été tapée par ceux qui avaient des machines en arabe. Et donc toute cette partie-là, comme je disais, a été faite d'une façon clandestine, d'une façon cachée. Personne n'était au courant à part les personnes qui avaient écrit, la commission, et ceux qui tapaient comme moi et qui tiraient comme pâté. Voilà. Juste à l'époque, tu travaillais déjà? Oui, je travaillais. À l'époque, je travaillais. J'étais déjà... moi, je travaillais depuis 1978. Donc, j'étais déjà à la douane, je travaillais. Et donc, c'était le soir que ça se faisait, la nuit. D'accord. Chez vous, c'était pas au bureau? Ah non, c'était pas au bureau. Surtout pas. C'était à la maison qu'on le faisait, pas au bureau. Et vous étiez plusieurs? Vous étiez organisés à plusieurs pour faire... Pour taper? Non, j'étais la seule à taper le manifeste. Le manifeste, je l'ai tapé toute seule. Et il a été tiré par Bateba Idrissa au bureau, au CNERV, la nuit aussi. D'ailleurs, il y a une anecdote par rapport à ça, parce qu'une nuit, il nous a appelé du commissariat de police et on a cru qu'il avait été découvert. On avait le sac où il y avait les feuilles qui n'étaient pas encore mis en page. Donc on s'est précipité de mettre ça sur le toit. Et en fait, après on est parti le rejoindre au commissariat. Et en fait, c'était sa femme qui était sur le point d'accoucher. Il avait besoin qu'on vienne l'aider pour l'amener à l'hôpital. Et donc on a eu une grande peur. Donc lorsque nous avons décidé de produire ce manifeste, faire un diagnostic. Mais nous n'avions pas conscience de l'impact que ce document allait faire après. Et je me souviens d'ailleurs lorsque on faisait le tirage, un de mes amis maintenant qui est à Denver me disait: mais tu te rends compte, ça va faire une bombe. Bon, moi personnellement je n'avais pas conscience de cela.
Bon, c'est à la fin que c'est sorti, donc en avril 1986. Et nous l'avons distribué à des personnalités politiques mauritaniennes, morts comme noirs, et à qui on avait demandé leur point de vue. Parce que nous, ce que nous cherchions, c'est un débat national. Et certains nous ont dit oui, mais il faut sortir le document et le distribuer aussi au Sénégal et dans les autres pays limitrophes. Bon, nous avons donc décidé de l'envoyer au chef d'État africain. C'est ce que nous avons fait. Étant donné aussi l'influence que les marabouts ont dans notre société, on avait dit bon, qu'il fallait aussi le distribuer à des personnalités religieuses du Sénégal comme de Mauritanie, noires, pour qu'elles essaient de sensibiliser aussi les populations. Mais le manifeste n'était pas signé Flamme? Non, on n'avait pas osé le faire parce qu'on avait dit si jamais on le signait, le gouvernement et le système allaient apprendre l'existence de notre mouvement. Or, il était clandestin et personne n'était au courant parce que nous avions un réseau de renseignements qui nous permettait de vérifier souvent à la direction de la sûreté si il y avait des informations qui parvenaient sur le manifeste, ou bien sur les flammes, pardon. Et on savait que non, il y avait aucune information. Donc pour nous, il ne fallait pas le faire parce que ça allait tout de suite attirer l'attention sur certains individus. Bon, lorsque certains d'entre nous ont distribué le document à des personnalités politiques noires, celles-ci nous ont reproché de ne l'avoir pas signé. Nous avons dit que non, pour des raisons de stratégie, il ne fallait pas le signer. D'autres même s'étaient portés volontaires pour remettre officiellement le document à Oultaya comme contribution et l'inviter à organiser un débat national. Nous avions dit que non parce que nous avions des amis qui connaissaient parfaitement bien l'état d'esprit de cet individu, sa capacité de réagir de façon extrêmement violente. Pas lui, mais le système lui-même, parce que le système, tant qu'on ne remet pas en cause ce système, tant qu'on accepte que ce pays est un pays arabe et qui ne peut être dirigé que par des Arabes, on peut nous laisser vivre. Mais dès lors qu'on cherche à remettre en cause ce système, c'est la répression systématique. Bon, on a raisonné dans cette logique, donc nous avons décidé de ne pas signer le manifeste, tout en sachant qu'il y a des morts qui savent très bien que le manifeste a été produit par les flammes. Le manifeste du négro mauritanien opprimé est un document dactylographié de 46 pages. Il se présente comme la suite du manifeste des 19, à la fois par sa datation, marquée sur la couverture février 1966, avril 1986, et aussi par le fait que ces premières 5 pages sont consacrées à la réédition du manifeste des 19. Incise et énoncée comme sous-titre du document, on trouve les mots « de la guerre civile à la lutte de libération nationale ». Évidemment, se pose un certain nombre de questions. D'abord, quelle guerre civile? Quelle lutte de libération nationale? De quelle nation s'agit-il? Est-ce que les négro-mauritaniens ou mauritaniens noirs constituent une nation? C'est une question à laquelle les Peuls, les Soninké, les Wolofs, les Bambara et les Haratines de la Mauritanie n'ont jamais donné une réponse claire, ou plutôt, la manière dont ils s'organisent politiquement tendrait à dire non. Chaque groupe semble agir selon sa perception de ses intérêts, qui divergent de ceux des autres. Et puisqu'il s'agit d'une lutte, dont on peut bien reconnaître l'urgence et le caractère incontournable, quelle en est la nature? Comment pourrait-on abattre l'oppression dont les négro-mauritaniens, comme agrégat de peuple ou d'ethnie, souffrent? Des questions qui peuvent trouver formulation aujourd'hui. On peut comprendre que dans le feu de l'action, dans l'enthousiasme de produire et d'agir de 1983 à 1986, elle ne se posait pas de cette manière-là. Évidemment, pour justifier toujours cette répression, ils ont fait courir le bruit après qu'en réalité ce ne sont pas les flammes qui ont produit ce manifeste,
ce sont plutôt l'État d'Israël. Oui, enfin, si j'avais bien compris, Oultaya a pris connaissance du document à l'étranger, c'était pas un Nouakchott. Non, il l'avait. Vous savez, on avait un système d'organisation tellement efficace que tout document qu'on produisait, le matin, quand le ministre ou le chef d'état-major ou le président allait dans son bureau, il le trouvait tout de suite. Et ça, on le faisait depuis Oulaïdallah. Et il savait, parce que tous les ministres du gouvernement de l'époque ont reçu un exemplaire du manifeste. Ok, donc le document sort. Oui, donc nous avons produit le document. Évidemment, il a été beaucoup censuré aussi, parce qu'au départ, il faisait près de 100 pages. 100 pages, parce que nous allions dans tous les détails. Et aussi, même pour ce qui concerne l'islam et tout, parce que nous avons quand même des cadres dans ce domaine qui nous ont beaucoup aidés aussi à argumenter. Et donc, il fallait absolument sortir le document. Bon, nous l'avons sorti. On avait fait 100 exemplaires et ensuite on l'a traduit en arabe. On l'a traduit en pulaar. On n'arrivait pas à trouver quelqu'un pour la traduction en wolof et en soninké parce que nous n'avions pas des gens en qui nous avions confiance pour ces deux langues. Bon, on a dit qu'en attendant, on se contente de l'arabe et du pulaar. Parce que l'écrasante majorité de cette composante, c'était essentiellement des Fulbe. Bon, donc voilà, parce qu'on a l'habitude de nous poser la question pourquoi ça n'a pas été traduit en Wolof et en soninké, c'est parce que nous n'arrivions pas à trouver des gens en qui nous avions confiance. Les soninké et les Wolof, ils avaient tendance à se regrouper dans d'autres formations politiques ou de s'identifier à d'autres formations politiques. Non, les Flammes, il y avait des Wolof et des Soninké aussi, mais ils n'étaient pas aussi nombreux parce que c'est ça aussi notre problème en Mauritanie, c'est que la composante dynamique qui conteste systématiquement le système et qui s'implique de façon assez visible, c'est beaucoup plus les Fulbe. Bon, ça, c'est un débat sociologique, historique qui est assez long, sur lequel peut-être nous reviendrons un jour, mais ce que nous avons constaté quand même depuis l'époque coloniale, jusqu'à aujourd'hui, c'est surtout les Fulbe qui s'impliquent beaucoup plus de façon assez ouverte par rapport aux autres. Et on l'a vu d'ailleurs en 1966, le manifeste des 19 qui a été produit, sur les 19, 15 c'était des Fulbe. Bon, les Wolofs n'ont pas voulu s'impliquer alors qu'on avait convoqué tout le monde, mais ils sont tous sortis. Et les Soninko, il n'y avait que 4 qui étaient restés, qui ont accepté donc de signer le manifeste avec les autres. Donc c'est ce qui explique. Bon, les Flammes aussi, c'est la même chose jusqu'à ce jour, parce que beaucoup de gens, le régime aussi a voulu faire comprendre à l'opinion internationale que dans ce pays, c'est essentiellement le Fulbe qui cause tous ces problèmes. Et sans eux, le pays serait dans une sorte de havre de paix, ce qui est absolument faux. Ibrahim affirme que le manifeste a été rédigé dans la volonté d'ouvrir un dialogue. Le manifeste des 19 déjà proposait la même chose. Mais il y a une différence entre les deux textes, une évolution. Dans le négro-mauritanien opprimé, on passe de la revendication d'une égalité de traitement à une dénonciation du système, le système Bédan, contre lequel il s'agit de lutter et qu'il s'agit de détruire. Pas tout le monde est d'accord avec cette formulation. Ainsi, Abdelwadoud Ould Cheikh. Et puis dernière question par rapport à la notion de système Bédan. Est-ce que tu penses que cette notion-là, elle est opérante ou pas? Je suis un petit peu, oui, je diffère un peu des nationalistes noirs sur ces questions, parce que je crois qu'il y a une part de vérité dans la volonté d'exclusion qui s'est accentuée à un certain moment, mais enfin, je ne sais pas si la notion de système Bédan est... En ce moment, elle est aussi un peu menacée par le sentiment que les Haratines sont en train de monter, et les morts, dits blancs eux-mêmes, se sentent un petit peu dans leurs petits souliers, enfin, se sentent un petit peu menacés par la montée de ce groupe-là, et sa possible jonction idéologico-politique avec les groupes négro-africains sur des bases
disons, pigmentaire essentiellement, parce que tout ça c'est... Moi je ne crois pas trop, malgré tout, à la puissance de la couleur comme facteur d'unification fondamentale. Parce que j'ai vu de mes yeux les exactions commises par les Haratines contre les communautés noires en 1989. Et je crois qu'un notable noir enrichi et dans des conditions... il pourrait tenter d'utiliser sa négritude démagogiquement, mais il est quand même aussi lié aux notables du même système que lui. Donc c'est vrai que économiquement, les Noirs de Mauritanie, historiquement, n'ont pas eu une place significative dans le système. Et ça c'est aussi un facteur d'exclusion. C'est-à-dire que le quartier réputé bien Nouakchott, le quartier de Tafra Zaina, est un quartier essentiellement mort. Les banques sont des banques aux mains de la communauté morte, principalement, voire exclusivement. Donc il y a un certain nombre d'indices comme ça assez gros, assez visibles, qui tendraient à accréditer l'idée effectivement qu'il y a un système Baydan, comme dirait notre ami Ibrahima Abou Sal. Mais je suis un petit peu inquiété par la dimension nationalitaire que ça génère aussi chez les communautés noires. Enfin, comme je ne suis pas... J'aime pas beaucoup ce nationalisme de quelque bord qu'il soit, je ne suis pas très enthousiaste pour... Même si le nationalisme noir est plus légitimé dans le contexte mauritanien, en tout cas par les exactions auxquelles les communautés noires ont dû faire face. Hein. C'est un nationalisme de réaction, disons, qui, dans ce contexte-là, semble plus légitime qu'un nationalisme hégémonique et agressif venant de la part des arabophones. Et puis, si on lutte contre un système qui tend à reproduire les mécanismes d'un apartheid dans le pays, c'est une lutte sans merci, une lutte qui passe forcément par des affrontements pouvant être violents. Le terme de guerre civile évoqué sur la couverture prend alors tout son sens. Et à ce moment, si ce manifeste est censé appeler à un dialogue, ce dialogue ne peut être contre tous ceux, toutes les forces, toutes les volontés qui veulent abattre l'apartheid à la mauritanienne, qui veulent détruire le système Baydan. Cela ne peut en aucun cas inclure l'État et les Baydan gouvernants, puisque c'est précisément leur système qu'il s'agit d'abattre, et ce sont eux qui en tirent le plus grand profit. Ainsi, on peut estimer aventureuse la décision de diffuser le document partout au sein du gouvernement et des cercles décideurs de l'État, partout parmi les chefs d'État africains. Bon, pour en revenir au manifeste, nous l'avons traduit en pulaar, mais nous n'avions pas fini les corrections lorsque nous avons été arrêtés. Alors qu'en arabe, c'était déjà terminé et on l'avait distribué à tous les grands marabouts du Sénégal et de Mauritanie. Et bon, ensuite, lorsque nous avons appris qu'il devait y avoir la conférence des pays non alignés à Harare, nous avions un de nos amis qui était journaliste, qui devait y aller. Bon, on lui a dit s'il peut, c'était une opportunité pour nous d'internationaliser cette problématique. Alors il a amené des exemplaires qu'il a distribués à la conférence des non-alignés. Et beaucoup de chefs d'État aussi ont reçu ça par l'intermédiaire de nos réseaux aussi. Et c'est en ce moment, parce que lorsque le manifeste a été distribué au départ, ils n'ont pas réagi. Bon, sauf que nous avons eu des informations par l'intermédiaire de quelques morts qui nous disaient qu'il fallait faire attention parce que les bassistes et les Nassériens sont en train de sensibiliser Oultaya pour qu'il y ait une répression parce qu'ils sont convaincus que derrière ce manifeste, il y a un pays, c'est Israël, il y a le Sénégal. Donc si jamais ils ne réagissaient pas, ce serait la fin du système. Et c'est à Harare, il en a été convaincu, mais c'est surtout après sa tournée au mois de juillet 86 à Kaïdi, où il a entendu des discours hostiles au système, hostiles au régime,
montrant que ce pays était invivable dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvions, parce qu'il y avait un problème de cohabitation et que depuis 1960 jusqu'à présent, les différents régimes qui se sont succédés ne veulent pas résoudre ce problème de cohabitation. Alors c'est à la suite de cette tournée que les bassistes et les Nassériens, d'autres lui ont dit, voilà, vous voyez, c'est organisé, la production de ce manifeste, tout ce discours, ensuite la distribution de ce manifeste à Harare, c'est organisé, ils ont un objectif bien précis et derrière eux, il y a le Sénégal et l'État d'Israël. Donc il faut réagir immédiatement. C'est à la suite. Et pourtant, on a des personnalités négro-africaines qui avaient discuté avec lui pour lui dire, oui, mais est-ce que vous ne pouvez pas organiser un débat? Mais déjà, lui, il était convaincu. Bon, ceux qui menaient cette campagne de combat, c'était le colonel Saint-Père, Djibril Ould Abdallah, parce que pour lui, il fallait saisir cette opportunité pour montrer qu'il est dans la même logique que les Maures et qu'il est, parce qu'à un certain moment, certains nationalistes bassistes disaient qu'il n'était pas du tout arabe, que son père est français, sa mère est mauresque. Bon, pour lui, il fallait qu'il montre qu'il est beaucoup plus arabe, beaucoup plus bizarre que les autres, quoi. Donc voilà, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, des listes, parce que nous avions un réseau qui nous avait déjà informé qu'une liste avait été faite et qu'il fallait faire attention. Est-ce qu'il ne fallait pas d'ailleurs encourager ceux qui figurent sur la liste de quitter le pays pour échapper aux arrestations? Bon, tout le monde n'était pas informé. Certains individus seulement parmi nous étaient informés, mais n'avaient pas tellement voulu y croire. Et bon, pour eux, non, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucune menace d'arrestation. C'est quelques jours après que les arrestations ont commencé, alors que ces personnes étaient bien informées de ce qui se passait, parce qu'elles étaient dans la gendarmerie, elles avaient vu ces listes. Et elles étaient parties voir les personnes même qui figuraient certaines personnes qui figuraient sur cette liste, en leur disant, informez les autres, prenez vos précautions, prenez vos dispositions, essayez de quitter le pays, sinon vous risquez d'être arrêtés. Mais ces personnes n'ont jamais voulu y croire.